Je prends ça, j'aime bien la couleur. Ça ou ça pour un pull. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Dioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler fil. Quand vous avez un projet tricot, vous cherchez souvent un fil adapté. Quand vous avez un fil, vous cherchez un projet adapté. La qualité du fil, que ce soit cardé, peigné, brun, couleur, etc., c'est quelque chose que j'aborde très régulièrement dans mes vidéos. Donc vous trouvez plein d'informations dans mes vidéos, mais aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo qui soit un peu plus condensée sur certaines techniques. Alors ceci c'est très succinct, parce que je ne vais pas rentrer dans chaque technique, je ne vais pas expliquer ce que c'est que chaque technique, je ne vais pas expliquer le principe de la colorimétrie, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le principe du fil cardé, du fil peigné, etc. Je vous incite à aller voir les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet, mais je vais faire un petit résumé sur quel fil pourrait être adapté sur quel projet. Alors, en général, la majorité des fils peuvent être adaptés pour tous les projets. Quand on parle de qualité de fil, ce n'est pas toujours le cas pour les couleurs, et ce n'est pas parce que moi je dis que tel fil ne convient pas pour tel projet que vous ne pouvez pas vous lancer quand même dans ce projet-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Il y a du bon sens, il y a de la pratique, il y a des choses qui se tiennent mieux, il y a de l'histoire derrière, pourquoi on utilise plutôt tel fil que tel fil. Il y a de l'expérience. Donc là, moi, je vais vous partager mon expérience, un peu les connaissances que j'ai au niveau de la laine sur certaines techniques. Alors, ça peut être aussi bien, par exemple, de la dentelle, que ça ne peut être sur des torsades, que ça ne peut être sur des mailles glissées, ou ici, par exemple, derrière, sur du jacquard. Alors, quels sont ces fils qui sont adaptés à ces techniques? Parlons dentelle. Alors, la dentelle, c'est quoi? La dentelle, on parle de technique et on ne parle pas de fil, parce qu'il faut savoir qu'on parle de fil dentelle, lace en anglais, qui est un fil très fin, qui se tricote en 1, 1,5, jusqu'à 3 mm, ça dépend un peu de l'épaisseur du fil dentelle, parce qu'on peut avoir des fils dentelle qui font du 2 mm au 100 grammes, comme on peut avoir un fil dentelle qui fait du 800 mètres ou du 700 mètres au 100 grammes. Et là, on parle de heavy lace en anglais, de cobweb pour les très très fins. Donc, le fil dentelle, c'est les fils fins. Maintenant, la technique dentelle, c'est autre chose. La technique dentelle, c'est ce genre de choses. Donc, ici, il n'y a pas que de la dentelle, hein, mais c'est un motif ici, voilà. C'est en général un jeu de jeté et de diminution et d'augmentation. Et avec ce jeu, on en fait des motifs. Alors, on peut agrémenter ça de bubbles, on peut agrémenter ça de noppes, on peut agrémenter ça de 5 mailles en une, de 8 mailles en une, de points estoniens, de plein de choses. En fait, la dentelle, elle peut être très complexe, comme elle peut être très simple. C'est une façon de tricoter, c'est une sorte de texture, qui n'en est pas une, c'est un point ajouré, peut-on dire. Donc, qu'est-ce qui peut convenir pour ce genre de point? Tout d'abord, dans la dentelle, la couleur est fondamentale. Il faut savoir que, j'ai abordé le sujet dans les laines variées, si vous utilisez un fil qui est chargé en couleur, où vous avez beaucoup de motifs, où vous avez beaucoup de points, beaucoup de speckles, ou qui changent très vite de couleur, vous n'aurez pas une mise en avant de votre point et du travail de texture. Ça peut bien fonctionner pour des points très simples, mais ça ne va pas fonctionner pour des points très compliqués. Par exemple, les châles Orenbourg, les châles Shetland, les châles estoniens, les Apsalu, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, il vaut mieux s'orienter vers un fil qui est une couleur foncée, pas foncée, une couleur unie. Alors, idéalement, pas trop foncée, parce que le foncé, c'est galère à travailler. Et en général, on voit moins la dentelle, mais vous pouvez travailler du foncé si vous avez envie de travailler du foncé. Là c'est discutable le choix. Mais plutôt uni ou semi-uni ou avec de très légères variations. Certainement pas un varié où il y a des grosses nuances de couleurs, parce que sinon on ne va pas pouvoir lire la dentelle. Donc ça, c'est au niveau du choix des couleurs. Ensuite, au niveau du choix du fil. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour la dentelle? La dentelle, on veut et on doit la bloquer. Alors,
on va dire on n'a peut-être pas besoin de la bloquer, mais oui, on doit la bloquer. Quand vous regardez les images historiques des îles Shetland, par exemple, quand vous constatez les grands châles qu'on utilisait pour les baptêmes, ces châles, ils étaient bloqués sur des cadres pour ouvrir cette dentelle. Donc, pour que vous tiriez parti vraiment de la technique, il faut bloquer. J'ai fait une vidéo sur le blocage à la pâte mouille. Dans le cas d'un châle, on ne bloque pas à la pâte mouille. Quand il s'agit d'un châle en dentelle, surtout de ce style-là, on bloque à l'humide, c'est-à-dire qu'on va tremper dans de l'eau, on va laisser s'échapper les bulles d'air, on va essorer notre châle correctement. Je ferai peut-être à l'occasion une vidéo sur ce que c'est que le blocage à l'humide. Et puis on étire, mais vraiment très 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 fort pour ouvrir la dentelle. Donc il faut un fil qui se bloque, clairement, qui ait la capacité de se bloquer. Donc par exemple, il faut savoir que l'acrylique, ça ne va pas se bloquer, ça ne va pas être joli. On peut avoir un rendu. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a mis en commentaire que l'acrylique se bloque, mais en fait elle ne se bloque pas. Si on utilise un fer, on va figer l'acrylique, on va faire fondre et donc on va garder la forme, mais ce n'est pas ce qu'on appelle à proprement dit un blocage. Donc idéalement pas de fil acrylique. Il vaut mieux éviter tous les fils qui ont du rebond. Donc tous les fils où il y a plusieurs retors. Si par exemple un fil à chaussettes, ce n'est pas le bon plan pour faire un châle en dentelle. Pourquoi? Parce que le fil à chaussettes, il est volontairement retordu en 4, 6, 8 brins pour donner de la tonicité au fil. Donc forcément, vous allez étirer votre châle, et puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour finir, il va revenir à sa place, et vous aurez non plus un châle de 2,50 m d'envergure, mais vous n'aurez plus qu'un truc de 1,60 m, 1,70 m. Donc, tout ce qui est fil à chaussettes, tout ce qui est fil avec un rotor, vous touchez le fil et vous voyez, si ça a du rebondi, ça fonctionne très bien pour les pulls, mais ça ne va pas fonctionner du tout pour les châles. Donc il faut un fil qui puisse avoir une certaine malléabilité et qui n'ait pas tant de mémoire que ça. Donc ce qui fonctionne bien, ce sont notamment les mélanges. Donc vous allez avoir notamment, par exemple, les mélanges avec de la soie, parce que la soie étant une fibre longue, la soie elle a tendance à garder sa forme, donc les mélanges Mérinos et soie, Blueface Leicester et soie, ça fonctionne très bien, parce que ça donne un drapé en plus, on veut un drapé quand on a un châle, hein. Je parle d'un châle en dentelle, on parle bien de dentelle, on ne parle pas de châle en point mousse ou autre, donc on veut un drapé. Certains fils de laine tout court, qui sont en retors 1 ou 2, ou des fils qui sont spécialement créés pour certains types de châles, par exemple, les châles Shetland, le fil est designé pour ça, ce n'est pas nécessairement, c'est pas du mouton, c'est du mouton, c'est pas de la chèvre, c'est du mouton, mais ils sont filés d'une manière à ce que le fil va garder. C'est du 2 brins, si j'ai bon souvenir, la Jamison par exemple, c'est du 2 brins, qui n'est pas très retordu et donc il va garder sa forme. Par exemple les Orenbourg, c'est de la chèvre Angora typique Sibérie, donc c'est vraiment une race particulière qui sert à faire l'Orenbourg. On va avoir un chèvre Angora donc, qui donne du mohair, mais on va pas avoir un fil qui va être trop poilu, et donc il va garder sa forme. Donc les mélanges de soie, les mélanges avec de la ramie, certaines fibres végétales, les mélanges avec du bambou, ça peut très bien fonctionner. Donc vraiment, tous les fils qui apportent du drapé fonctionneront très bien pour un châle en dentelle. Alors, non, par contre, ne fonctionnent pas les fils à chaussettes. Par exemple, les 100% Mérinos, Superwash, High Twist, ça ne va pas fonctionner du tout. Les fils 8 brins, ça ne va pas fonctionner du tout. L'acrylique, moi, je mets un veto. Je trouve que ça ne rend pas du tout, vous n'allez pas avoir un beau rendu avec de l'acrylique, ça ne va pas garder sa forme. Donc, orientez-vous sur des fils qui vraiment ont une capacité à pouvoir s'étendre et à rester en place. Au début où j'ai commencé à tricoter des châles, donc il y a quand même pas mal d'années, eh bien, j'avais commencé avec de la Malabry Gosock, qui est un 100% mérino. Ça ne fonctionne absolument pas pour les châles en dentelle, parce que systématiquement, ça revient à sa place, et systématiquement, il faut rebloquer le châle. Or, le but n'est pas non plus de systématiquement rebloquer des grandes pièces, parce que ça prend du temps de bloquer. Il faut compter entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour pouvoir bien placer votre châle, pour qu'il ait la bonne forme. Ça prend du temps, donc vous n'avez pas envie de faire ça chaque fois que vous le lavez. Déjà, je rappelle qu'il ne faut pas trop laver, mais bloquer, idéalement, il vaut mieux que ça tienne sa forme. Donc, tout ce qui est fibre végétale, fibre animale à fibre longue, ça fonctionne très, très bien. Et châle en dentelle ne veut pas dire nécessairement épaisseur dentelle. On peut très bien partir à faire un châle avec de la dentelle. On peut utiliser de la dentelle dans un motif ici, par exemple. Ça, c'est de la dentelle
dans un fil, je ne sais plus ce que c'est, je ne saurais plus vous dire ce que c'est, mais j'avais fait un échantillon parce que c'était pour un prototype de chaussettes Malabrigo. Eh bien, ce genre de fil, c'est pas de la dentelle, c'est de la fingering. Vous pouvez tout à fait faire ça avec de la dickey, vous pouvez faire ça avec de la chunky, avec des fils très épais. La dentelle, c'est la technique. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire de la dentelle avec du fil dentelle, vous pouvez faire de la dentelle avec un fil épais, ce sera le même principe. Donc, n'hésitez pas à partir sur des fils qui ont une certaine fluidité. Parlons maintenant des torsades. Les torsades, c'est un point structuré, texturé. Je ne vais pas parler de tous les points de texture, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir, mais on pense souvent, dentelle, torsade, jacquard, c'est vraiment les grandes lignes, les grandes techniques qu'on connaît, qui nécessitent un choix de laine un peu plus précis, parce que le jersey, on prend quand même moins de risques, même si on se plante un peu, c'est pas trop grave. Donc la torsade, ça peut être de ce style-là, voilà. Comme ça peut être de ce style-là. Donc les torsades, ça peut être sur 2 mailles, 4 mailles, 6 mailles, 9 mailles, 10 mailles, 12 mailles, enfin, on peut imaginer des torsades très petites comme on peut imaginer de très grosses torsades. La taille de la torsade a une importance sur le choix du fil, parce que évidemment, si vous êtes sur des grosses torsades très structurées, vous aurez moins de difficultés à les voir, même sur un fil qui n'est pas tip-top, que si vous êtes sur des mailles où on a des mailles twistées, en fait, juste des petites torsades de ce style-là, où là, le fil a de l'importance, vraiment, parce que sinon, on ne va pas pouvoir lire. Alors, encore une fois, ici, on se base, 1, sur la couleur, et 2, sur la structure du fil. La couleur, j'en ai parlé dans les variés, idéalement, les torsades, elles ne rentrent pas bien sur des fils variés. Donc, on essaye de trouver un fil qui montre la structure, donc soit des couleurs pleines, donc unies, soit des couleurs semi-solides, donc semi-unies, soit des légers speckles, mais certainement pas des ultra variés, sinon on va rien lire du tout, c'est déjà chargé en soi la torsade. Donc si vous utilisez un fil très varié, on va rien lire. Donc ça, la couleur, essayez de vous orienter vers des fils qui sont un peu plus unis. Alors même avec des speckles, hein, c'est pas un problème, du moment que les speckles ne sont pas trop présents, vous pouvez tout à fait utiliser des torsades. Les torsades ont peut utiliser pas mal de qualité de fil. Pourquoi? Parce que ça dépend du rendu que vous avez envie. Soit vous voulez une torsade qui est vraiment nette, propre et bien définie, soit vous permettez un certain flou dans la torsade et ça ne vous dérange pas trop et c'est le style que vous cherchez. Donc on a un plus grand style de fil dans lequel on peut explorer. Alors les torsades, traditionnellement, elles se font surtout avec des fils cardés, parce que les torsades, souvent, ce sont sur des... c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Pensez aux pulls Aran, par exemple, des îles Aran, les pulls irlandais, les pulls en Écosse, et ce genre de choses. On fait ça sur des fils qui étaient cardés, donc un peu désorganisés. Maintenant, on peut travailler ça sur des fils peignés. Alors, la torsade, vous pouvez tout à fait la travailler quand vous voulez quelque chose d'un rendu très rond. N'hésitez pas à prendre un fil bien retordu. Par exemple ici, moi ça c'est ma pérégrine, oui brun. Vous avez quelque chose de très retordu. Vous avez un rendu qui est très net. Pourquoi? Parce que le fil est très rebondi, il est très net de base, et en plus en donnant le twist qu'on a avec la torsade, vous avez cet effet un peu nerveux qui fait que la torsade va toujours bien rester. Ça fait... c'est l'échantillon du chantilly sweater que je mets ici. Ce chantilly sweater, je l'ai fait en pérégrine dickey et je l'ai fait aussi avec de la pérégrine mélangée avec du mohair. Et les deux résultats sont tout à fait différents, mais tout à fait intéressants. Donc on a, vous voyez, quelque chose de très rebondi. N'hésitez pas à partir sur un fil rebondi pour faire de la torsade. Maintenant, il faut savoir que les torsades, ça utilise 30% de plus de matière que le jersey. Donc, si vous êtes sur une grande taille, il faut savoir que si vous avez besoin de 1500 mètres de fil pour un pull en jersey, il vous faudra 1800 mètres pour faire un pull en torsade, full torsade, on parle, donc totalement torsade, et donc 1800 mètres, c'est du poids en plus. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que franchement c'est quelque chose que vous recherchez? Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que je ne chercherai pas à alléger mon fil? Comment est-ce qu'on allège un fil? Eh bien, vous allez prendre plutôt un fil cardé. Le fil cardé, je rappelle, c'est le fil où on ne passe pas tous les fils dans le même sens, mais on va carder comme quand on brosse un chien. Donc les fils sont désorganisés, et donc on a plus d'air qui se coince entre chaque fibre.
Et donc, on a plus de métrage au 100 grammes. Le fil cardé, c'est des fils qui sont plus légers. On a plus de métrage au 100 grammes, donc forcément plus léger. Et ça donne très très bien au torsade. On a un effet un peu plus rustique, plus authentique, entre guillemets, avec un fil cardé qu'on a avec un fil retordu. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein. Ce que je dis, c'est juste que le look est différent. Vous avez ce genre de fil, ou vous avez les genres de fils tweedés, alors pas les tweedés des teinturières, hein, je parle des vrais tweeds qu'on utilise notamment en Islande, en Écosse et en Irlande. Vous avez ce genre de fil tweedé qui va donner de la profondeur. Ce n'est pas la torsade qui va bien ressortir, mais le fil va apporter de la profondeur. Donc vous pouvez tout à fait partir sur des fils cardés pour pouvoir obtenir un très joli rendu, parce que la torsade sera un peu moins marquée, mais vous aurez un effet, comment dire, c'est difficile, plus authentique. Je ne peux pas dire autrement que plus authentique, c'est juste une question de goût ici, c'est pas bien ou pas bien. Maintenant, vous pouvez tout à fait envisager de partir sur un fil qui ne soit pas un fil retordu, qui ne soit pas un fil cardé ou peigné, et dire, moi, enfin, il sera cardé ou peigné, mais vous pouvez dire, ben moi j'ai envie d'essayer un fil célibataire, donc un seul brin, vous pouvez avoir ça. Seulement, vous allez avoir un résultat moins net. Pourquoi? Parce que le fil est plus irrégulier, donc vous aurez une torsade un peu plus irrégulière. Pourquoi pas? C'est faisable. Et maintenant, vous pouvez envisager de mélanger avec un mohair, et on peut jouer avec un mohair d'une autre couleur pour donner de la profondeur à la torsade, parce que si on mélange deux couleurs totalement identiques, on va perdre cet effet dimension, et en jouant avec des couleurs relativement proches, on peut récupérer un peu la perte qu'on a au niveau de la définition du point en jouant avec deux couleurs différentes, et donc on va avoir un peu de profondeur qui va être donnée par le mélange des deux couleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter quand on utilise du mohair. Alors on n'essaye pas du mohair trop poilu, et surtout sur des grosses torsades, parce que ce que je viens de vous dire sur fil cardé, fil peigné, fil célibataire et fil avec du mohair, par exemple, hein, ça peut être de l'alpaga ou peu importe, il vaut mieux des grosses torsades que des petites torsades. Sur les toutes petites torsades de ce style-là, il vaut mieux un fil qui soit bien défini, parce que sinon on va rien voir. À la limite, les fils cardés unis, ça va fonctionner, mais les fils mélange avec des poils, quel que soit le poil, on va rien voir. Clairement, vous n'allez rien voir parce que les torsades sont trop petites pour qu'on voit la structure. Donc, il faut vraiment un fil défini pour pouvoir avoir un beau résultat. Donc, personnellement, ce genre de motif, moi, je pars sur des fils peignés et pas sur des fils cardés. Je fais des tentatives, moi aussi, je me trompe parfois, et donc, quelquefois, je me dis, ouais, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais majoritairement, d'expérience, je constate qu'en fait, ça fonctionne beaucoup mieux avec des fils peignés, ce genre de motif, donc de torsade de mailles et de mailles glissées, par exemple, pour avoir vraiment qu'on voit le motif, parce que sinon on ne le voit pas suffisamment. Il n'y a pas assez de volume pour qu'on puisse les voir, par exemple, avec du mohair. Donc voilà pour les torsades. Passons au jacquard. Alors, le jacquard, c'est un terme générique. Le jacquard, il est multiple et varié parce qu'on a plein de types de jacquard. Là, on a du jacquard. Alors, les Anglais, ils appellent ça stranded colorwork, dans lequel vous allez mettre le ferraille, vous allez mettre les pulls islandais, vous allez mettre les pulls Boisland, vous allez mettre plein de différents types de travail de couleur avec un fil tiré. Ça, c'est le jacquard. Et on peut même parler de l'intarsia, qui est du jacquard par grand à plat de couleur, l'intarsia. Donc, on va parler de ça plus ou moins. Donc, le jacquard, historiquement, il a été fait, et on le trouve un peu dans beaucoup de pays, mais quand on pense jacquard, on pense souvent ferraille, donc des îles Féroé, enfin des îles Shetland, pas des îles Féroé. On pense les Norvégiens, on pense les Islandais, on pense les Suédois, donc plutôt les pays du Nord. Encore, historiquement, il n'y avait pas de mérinos superwash et on ne travaillait pas les fibres végétales de la même manière. Donc le jacquard se faisait surtout sur de la laine. Alors, quand on est expérimenté en tricot, le jacquard, je pense qu'on peut le faire sur un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on sait gérer la tension, et ça pardonne. Le jacquard pardonne peu les erreurs, en fait. Alors, on ne parle pas de la couleur, je parle de la structure d'abord. Il pardonne peu les erreurs, donc quand on se plante au niveau de la tension, qu'on n'a pas des points très réguliers, ça se voit très vite. Si vous avez envie d'un résultat qui soit un résultat fondu, qui donne le même aspect très fondu, très écossais, des îles Shetland, par exemple, je pense Marie Wallin, eh bien, vous allez plutôt partir sur un fil cardé, style Jamieson & Smith, qui sont les fils qu'on utilise, Jamieson
Non, je ne sais plus l'autre. C'est Jamieson et Smith, il y en a un deuxième, qu'on utilise notamment pour faire les pulls en ferraille, qui sont en fait des tout petits motifs de 2 couleurs, et on a un aspect très fondu des couleurs. Un fil qui est un petit peu plus poilu, qui accroche un peu, un fil cardé, va donner un meilleur résultat en jacquard qu'un fil bien net, bien rond. Pourquoi? Parce que c'est une question de gestion de la tension. On va voir beaucoup plus vite les erreurs sur des fils peigné qu'on ne le voit sur un fil cardé. Maintenant, rien ne vous empêche de le faire sur un fil peigné, c'est pas un problème, mais on voit moins les erreurs. Donc si vous commencez le jacquard, que vous n'avez pas peur des fils non superwash, partez plutôt sur un fil cardé. J'en ai parlé tout à l'heure, la Ulysse de Rerum Natura, elle est très bien pour ce genre de choses. La Jamieson, tout ce genre de fil fonctionne très bien. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire du jacquard sur du fil végétal. Attention, par contre, on n'a pas d'élasticité du tout. Déjà, on perd en élasticité quand on fait du jacquard, mais alors là, c'est encore pire avec le fil végétal. Donc, on peut faire du jacquard sur le fil végétal, mais faites attention quand même. Il faut savoir maîtriser la matière avant de se lancer là-dedans, parce que sinon, vous allez avoir des résultats qui ne vont pas vous plaire. Donc, personnellement, quand on commence le jacquard, je conseille d'abord du non superwash. Parce que si vous avez envie de faire de sticker, c'est-à-dire de couper dans le tricot, ça ne se fait pas sur du superwash. Le superwash en général pardonne beaucoup moins les erreurs que le non superwash. J'insiste d'abord en général de passer sur un cardé, le peigner pourquoi pas, mais un cardé, et de faire très attention aux couleurs. En général, le jacquard, je déconseille les fibres végétales. Même le lin, même le chanvre, je déconseille parce que le chanvre est irrégulier. Donc d'emblée, vous n'allez pas avoir un beau rendu. Il faut quelque chose qui puisse se mélanger pour avoir un beau rendu et qu'on ne voit pas la trame à l'arrière quand on tricote son jacquard. Donc voilà pour le choix du fil. Donc Jamieson, Rerum Natura, enfin vous avez un choix énorme de couleurs. Je déconseille souvent le superwash parce que je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en jacquard avec du superwash. Maintenant, ça, c'est une question de choix. Je vous l'ai dit, si vous êtes un peu expérimenté en tricot, vous pouvez faire du jacquard sur n'importe quoi, c'est pas un problème. Alors, il faut savoir qu'en général, il vaut mieux un fil pas trop poilu. Donc le mohair, il vaut mieux éviter. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir vos motifs, on ne va rien voir avec le poil. Maintenant, il y a des jacquards qui se font avec des fils qui sont relativement poilus. Ben, pensez aux Islandais, la Istex, la Lopi, la Plutlopi, ce pas des fils qui sont très nets. Eh bien, ça fonctionne quand même très bien. Mais les motifs en islandais sont quand même des gros motifs. Donc, vous n'allez pas travailler un pull en jacquard en ferraille, enfin en motif ferraille, avec des tout petits motifs, avec de la Plutlopi, vous n'allez rien voir du tout, vous allez plutôt partir sur des motifs style motif islandais, et là ça va très bien fonctionner. Le Bohuslän, je parle par exemple du jacquard Bohuslän, qui en fait, la Bohuslän c'est une région en Suède. C'est une technique qui a été développée dans les années 50, si j'ai bon souvenir, ou 40, en Suède, pour pouvoir rapporter de l'argent, parce que la Suède, contrairement à maintenant, était un pays très pauvre. Et donc on a développé des techniques, notamment de tricot de pull, pour pouvoir les vendre à l'étranger. Et on a la technique du Bohuslän, et ça se faisait avec un fil mélangé avec de l'angora. Donc on avait un certain, un certain halo autour du fil, mais seulement, ce n'est pas qu'un travail de couleur, c'est aussi un travail de texture. Donc le Bohuslän, on mélange aussi des points mousse et du point envers, jersey envers et du point jersey endroit, et du point mousse pour donner un peu de profondeur aux motifs. Donc, et ce ne sont pas des énormes motifs, les motifs Bohuslän, donc on part plutôt sur un fil pas trop poilu, mais poilu quand même. Donc vous avez quand même une certaine latitude au niveau du jacquard. Attention quand même à ne pas partir sur des motifs, des fils très poilus, un angora très poilu, un mohair très poilu, un brush alpaga silk comme ceci. Ça ne va pas fonctionner du tout avec le jacquard. Vous pouvez le faire, hein, rien ne vous empêche, mais ça ne va pas fonctionner. Si vous faites un grand aplat de couleurs et que vous utilisez un brun et gris, on va le voir. Mais si vous faites des petites fleurs de 3 mailles, on ne va rien voir du tout. Donc c'est vraiment une question non seulement de choix de fibres, mais aussi de choix de motifs. Et puis il y a le choix de la couleur. En jacquard, il faut choisir des couleurs contrastées. Donc on évite les couleurs qui sont à speckles dans lesquels on retrouve la même couleur qu'un fond uni, parce que sinon à un moment donné, si vous faites des tout petits motifs, le motif il va être noyé, on ne va plus le voir. On évite les variés, trop variés, sauf si vous utilisez un contrastant très fort.
On peut tout à fait imaginer, par exemple, partir sur un gradient comme ça et utiliser un contrastant très fort, c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. Vous pouvez tout à fait envisager de dire, je prends une Zower Ball par exemple, qui est un fil qui est quand même contrasté et en gradient avec des couleurs qui se succèdent quand même relativement rapidement, et je prends du noir. Ça va fonctionner. Donc ça peut fonctionner. Par contre, des speckles très chargés avec une couleur qui est très proche, on va à rien voir du tout. Donc le jacquard, le choix de la couleur est vraiment important. Comment choisir votre couleur? Vous prenez soit en photo, et vous me passez en noir et blanc, et vous voyez ça contraste suffisamment, soit vous torsadez les deux fils, donc l'un à côté de l'autre comme ceci, voilà, vous les torsadez. Alors si vous êtes en mercerie, elle ne va pas apprécier du tout la mercière, hein, je vous le dis, mais si vous avez ça chez vous, si vous avez ça chez vous, vous torsadez, vous voyez si ça contraste suffisamment et vous aurez une idée de ce que ça donne. Pour terminer, le tricot mosaïque. Le tricot mosaïque, c'est une technique qui a été développée par Barbara Walker, qui est une des papesses du tricot des États-Unis avec Elizabeth Zimmerman, qui a développé ça dans les années 70, 65-70. Donc c'est vraiment un motif qu'on travaille, ce sont des rayures qu'on travaille en glissant des mailles. C'est ce qu'elle a appelé le jacquard de la paresseuse. Donc on n'a pas de fil à croiser derrière et on a des motifs qui sont plus ou moins graphique, et on peut obtenir de chouettes résultats en ayant quelque chose de sympa, des motifs qui ne sont pas du jacquard, moins compliqués et qui sont intéressants. Donc ça c'est le mosaïque knitting. Alors j'ai fait une vidéo qui date quand même beaucoup, hein, donc il faudra que je la refilme, sur le mosaïque knitting, donc le tricot mosaïque. Mais le tricot mosaïque, vous pouvez faire ça avec un peu n'importe quoi en fait comme fil, parce que ce sont des rayures. Donc on peut s'imaginer qu'on peut faire ça avec un peu n'importe quoi. Il faut quand même faire attention, c'est que le tricot mosaïque, comme vous glissez des mailles, il faut faire attention à sa tension. Donc, il faut changer d'aiguille quand vous faites du tricot mosaïque. Quand vous faites, par exemple, un empiècement circulaire, au moment où vous faites votre tricot mosaïque, comme sur le jacquard d'ailleurs, vous allez changer d'aiguille. Mais, donc, attention, si vous dégaugez un peu trop, on risque de voir le fil à l'arrière et ça risque de ne pas être joli. Donc on peut partir sur plein de fils, mais moi j'ai plutôt une tendance à vouloir partir sur des fils de fibres animales et des fibres animales mouton, alpaga ou alpaga, mouton, pas mohair, pas angora. Pourquoi? Parce que c'est trop poilu et on ne voit pas. Le tricot mosaïque, donc on peut partir un peu sur tout et n'importe quoi, mais comme c'est très graphique, ça demande une attention particulière sur les couleurs. C'est surtout les couleurs qui vont jouer beaucoup. Si vous allez utiliser un fil dentelle comme ceci et faire du tricot mosaïque, vous n'allez rien voir, hein. Je vous le dis tout de suite, quelle que soit la couleur que vous allez utiliser, vous n'allez rien voir parce qu'on va voir des rayures, mais ça va être tellement flou qu'on ne saura pas distinguer le motif. Donc, partez sur un fil rond, bien défini. À coup sûr, vous allez réussir votre coup. Sur un fil style jacquard aussi, si vous utilisez un fil, le fil par exemple du jacquard est tout à fait bien destiné au fil du mosaïque, ça va très bien fonctionner. Donc des fils cardés, un peu bruts, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Des fils style mérinos 100%, ça va fonctionner. Attention, par rapport au jacquard, le mosaïque, surtout ce qui est déterminant, ce sont les couleurs. Autant le jacquard, vous allez pouvoir jouer un peu sur certains gradients, vous allez pouvoir jouer sur certains variés, sur certains tons sur ton, autant en mosaïque, vous n'allez à rien voir du tout si vous n'avez pas des couleurs suffisamment contrastées. Ils font un contraste très fort dans le mosaïque knitting, sinon vous ne voyez rien. Vous n'avez pas ce motif qui ressort de manière très, pas violente, mais très claire, très nette, très précise. Donc si vous partez par exemple sur un jaune et un orange, on ne va pas voir grand-chose. Si vous partez sur la même gamme de coloris, mais pas par exemple blanc et noir, mais plutôt gris clair et gris foncé, on ne va pas voir grand-chose. Donc il faut vraiment faire attention. Si vous partez sur un speckles dans lequel vous avez du jaune, du bleu, du vert, même si c'est léger, et que vous utilisez du vert à côté, exactement le même vert qu'il y a dans les points du speckles, on va à rien voir du tout. Donc, le mosaïque knitting, ça nécessite des couleurs qui tranchent vraiment. Souvent, moi, je préfère le mosaïque knitting avec des couleurs unies ou semi-unies, ou alors des speckles très légers et une couleur, mais qui tranche, mais vraiment très fort, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, attention au mosaïque knitting, c'est vraiment, ça ne pardonne pas trop au niveau des couleurs et très vite on a un résultat où on voit rien et le but c'est quand même qu'on voit le motif, donc choisissez intelligemment vos couleurs au niveau du mosaïque knitting.
La qualité du fil, on peut utiliser, je vous l'ai dit, hein, un peu tout et n'importe quoi, sauf partir dans les fils très poilus parce que ça ne va pas fonctionner. Mais vous pouvez tout à fait partir sur un fil cardé, vous pouvez partir sur un fil peigné, et vous pouvez partir sur un fil célibataire ou un fil avec du rotor. Pensez juste à gérer votre tension parce que quand on glisse 2 ou 3 mailles, on risque d'avoir un effet tension et donc on risque d'avoir quelque chose qui n'est pas joli, qui est déformé. J'ai abordé 4 techniques dans cette vidéo. J'ai abordé les torsades, le jacquard, le mosaïque knitting et la dentelle. Alors, ces 4 techniques, ce sont des techniques qui sont très communes, qu'on trouve fréquemment. J'ai abordé ceci de manière très succincte, c'est volontaire parce que j'en parle dans plein de vidéos et je ne voulais pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Je vous ai juste fait un résumé. Je vous ai donné une grille de lecture. La laine, on l'a choisi, le fil, on le choisit en fonction de sa couleur et de sa structure, de sa composition. Donc, en fonction de votre projet, regardez attentivement ce que ça va donner. Essayez d'imaginer ce que ça va donner, essayez de voir les autres projets, essayez de voir vers quoi on vous oriente pour ne pas vous tromper. Et si vous vous trompez, ma foi, c'est pas grave, vous défaites. Parce que l'avantage du tricot, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous défaites, vous retournez en plot et vous passez à autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à émettre un j'aime, le blabla habituel. N'oubliez pas non plus que j'ai toute une quantité de vidéos sur le sujet, sur les fils, sur les qualités, sur l'angora, sur l'alpaga, sur plein de choses. Alors, c'est un monde très vaste. J'ai pas fini d'explorer tout ce monde-là moi-même. Il y a des choses que j'ai encore à apprendre, mais déjà là, je pense que vous pouvez débrouiller. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous tombez ici par hasard, je vais peut-être utiliser des termes qui vous paraissent très obscur, c'est pas étonnant, c'est normal. Il y a plein de termes techniques qui sont à apprendre, à appréhender, mais vous verrez, avec le temps, vous allez commencer à comprendre ce que c'est qu'un fil cardé, ce que c'est qu'un fil peigné, c'est quoi un varié, c'est quoi des speckles, c'est quoi un semi-uni, c'est quoi un uni, c'est quoi un fil avec des rotors, c'est quoi un fil à chaussettes. Donc ça vient avec l'expérience. Le tricot, c'est du travail, c'est du temps et c'est de la persévérance. Et ce sera à signe du prochain.